Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour. Merci d'être discipliné. Il est 11h11, 11h12, 11h13 même. Voilà, on a rattrapé en partie notre petit retard, il n'y a pas de souci. On va poursuivre évidemment nos travaux tout au long de cette matinée et puis bien entendu cet après-midi avec une journée, je le disais ce matin, extrêmement riche avec beaucoup de témoignages. Et on va démarrer cette session, si j'ose dire, avec notre première table ronde de la journée. J'appelle Frédéric Engerman, Emmanuel Dubreuil, Olivier Berroir, Sébastien Burlon et Antoine Quentin pour la CCR. Première table ronde de la journée. Vous avez le programme sous les yeux. Quelles évolutions pour la prise en charge du risque sécheresse? C'est d'actualité, mais si j'ose dire, c'est l'actualité tous les jours en ce moment. Installez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Engerman, voilà. Pas de souci. Sébastien Burlon, voilà. Pas de souci. Alors, on va démarrer cette table ronde. Là, on est, je dirais, sur le mode de la conversation et de l'échange, encore une fois. Frédéric Engerman, vous êtes conseiller maître à la Cour des comptes, et Éric Dubreuil, vous êtes directeur des sessions de réassurance chez Covea. Olivier Berroir, directeur sinistre et prestations pour Groupama, donc deux assureurs pendant cette table ronde. Et Sébastien Burlon, donc directeur d'études Terrasol, vous êtes le technicien, l'expert, et puis Antoine Quentin, qu'on connaît bien, directeur des réassurances et des fonds publics. L'idée, c'est que chacun puisse exposer un peu son point de vue de l'ordre, je dirais, de à peu près 3 minutes chacun. On va démarrer avec vous, Frédéric Engerman, avec ce rapport de la Cour des comptes qui a été publié sur ce thème en janvier dernier, de l'indemnisation à la prévention. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je remercie la CCR de son invitation. Bonjour à tous. Très rapidement, le rapport que nous avons fait sur le retrait-gonflement des sols argileux, de l'indemnisation à la prévention, l'a été, c'est dans le cadre des procédures que nous avons et des relations que nous avons avec le Parlement, à la demande de la Commission évaluation et contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale. C'est une procédure dans laquelle le Parlement, chaque année, nous demande de travailler sur quelques thèmes qu'on définit ensemble et sur lesquels on délimite. Au départ, il souhaitait qu'on travaille sur l'évolution du régime des catastrophes naturelles et ça s'est précisé sur le thème donc, du retrait-gonflement des argiles puisque c'est un thème qui a quand même une relative actualité et qui me permet justement d'introduire le travail. On est parti d'un certain nombre de constats. Le constat est que l'inflation du phénomène et de la réalisation des risques retrait-gonflement des sols argileux, comme vous le savez, c'est la succession de la sécheresse et de la réhydratation de ces sols qui donne, si je puis prendre cette image à titre personnel, un peu d'un effet d'accordéon. C'est-à-dire la sécheresse rétracte les sols et des précipitations très fortes dans les saisons suivantes, généralement à l'automne, à l'hiver, se conduisent par un gonflement des argiles et donc un travail très fort sur les structures des maisons individuelles parce qu'on constate que techniquement les habitats collectifs à plusieurs étages ont des fondations suffisantes qui ne les mettent pas en situation de risque face au RGA. Deuxième élément, une croissance très forte de ce risque, avec 2 points, c'est des effets importants sur le régime CatNat, puisque quand on prend le retrait-gonflement des argiles, est un risque qui est rentré dans le régime des catastrophes naturelles en 1989. Quand on regarde les statistiques de la CCR, 89-2019, eh bien, sur les décaissements au titre des catastrophes naturelles, 36%, 13,8 milliards et 13 milliards d'euros est le fait du RGA. Et quand on regarde maintenant la sinistralité, c'est-à-dire sur la survenue des grands décaissements, des grandes reconnaissances de catastrophes naturelles, sur 20 sinistres majeurs, toujours sur cette même période, qui ont coûté en période annuelle plus d'1 milliard d'euros, eh bien 11 de ces 20 sinistres majeurs sont dus au RGA. Donc ça, c'est un problème. Et dernier élément, c'est que autant la carte du BRGM du début des années 2000-2010 montrait une zone de risque de terrain argileux susceptible d'être touché par le RGA,
c'était quand même très limité au territoire national. L'actualisation de ces cartes de risque qui a été faite par le BRGM en 2020-21 montre que maintenant ça touche tous les départements français qui ont des zones en aléa moyen ou fort. Et comment dire, on considère que 58% des constructions individuelles sont touchées. Donc ça, on est parti de ce constat-là, et donc un effet d'indemnisation qui quand même va croissant et un risque croissant. Et donc qui demandait et qui risque d'avoir un effet sur la soutenabilité même du régime CatNat. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément, c'est que cette indemnisation n'est pas, comment dire, est contestée par les personnes qui sont connues, parce que, à la différence, pour faire simple, à la différence des autres catastrophes naturelles, je regardais tout à l'heure les crues, les inondations, les incendies et autres, qui sont des phénomènes soudains, précis et sur lesquels on voit très bien ce qui est touché et pris en compte. Pour le RGA, le retrait-gonflement des argiles est un phénomène, comme disent les spécialistes, à cinétique lente. C'est-à-dire que c'est très long. Et il est très difficile de rapprocher en lien de causalité un phénomène de fissure ou de désordre majeur sur les structures d'une construction, de le rattacher à un événement précis. C'est toujours très long. Et quand vous rattachez ça, pour faire simple, avec les mécanismes de reconnaissance de catastrophes naturelles, à la fois l'arrêté et les demandes de catastrophes naturelles des communes qui sont faites, 50% des demandes de reconnaissance n'ont pas abouti sur la période. Vous voyez que c'est quelque chose de difficile et qui fait qu'en conclusion, ça met en évidence un problème dû au changement climatique, ça ce n'est plus nié, mais un phénomène qu'il est difficile quand même de rattacher à la définition, je dirais, la définition radicale et la plus simple d'une notion de catastrophe naturelle, d'événements soudains, imprévisibles. Donc pour vous, à vos yeux, c'est donc très difficile de faire le lien entre le dommage et la cause. Voilà, et le rattachement à une cause temporelle et de la situer. Donc à partir de là, ce que nous avons dit avec un autre constat, c'est qu'on sait que les constructions individuelles, enfin les constructions qui existent, le patrimoine existant, on va dire le stock, lui, il est, je dirais, en risque, puisque les fondations ne sont pas suffisantes, on n'a pas pris de précautions en termes d'environnement autour de la maison, c'est-à-dire les arbres trop proches, les aspects d'évacuation des eaux et autres, ça pose problème. Le problème, c'est on sait que les constructions à venir, se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas prendre des mesures préventives? Et c'est là le deuxième point, pour faire rapide. Depuis notamment 2018 et la loi Elan, un certain nombre de mesures de prévention au niveau des constructions ont été édictées. Le constat, là aussi, pour faire très simple, elles ne sont pas mises en œuvre, il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas de contrôle ni de sanction. Donc ça pose problème, c'est-à-dire que tant que ces mesures de prévention, entre guillemets assez simples, mais qui peuvent être coûteuses. Ici, ce n'est pas le problème, mais pour éviter la survenue de ce risque dans les années qui viennent, si on ne les met pas en œuvre maintenant, elles intègrent le stock et arrivent dans ce périmètre des constructions à risque, et donc qui seront a priori de plus en plus touchées. Ça, c'est un phénomène. Et donc, le deuxième élément que nous avons pris en compte, c'est de dire que il y a l'indemnisation qui pose problème, les conditions de l'indemnisation, les risques au niveau global et en termes d'enveloppe, mais les mesures de prévention qu'il convient maintenant de prendre, mais je dirais qui revêtent de plus en plus un problème d'urgence. Et en conclusion sur ce point, on a édicté 3 recommandations. On n'a pas dit ce qu'il fallait faire. On a simplement mis des pistes. On n'a pas dit il faut sortir du système CatNat ou il faut indiquer sur les primes et autres. Non, on s'est contenté de constater ce qu'il fallait faire à minima et de constater aussi que les pouvoirs publics en avaient pris conscience, mais qu'il y avait une relative urgence à présenter et à édicter maintenant des mesures parce que les mesures de prévention sont connues. Tout comme et je terminerai là-dessus, on a indiqué que
d'ici à 2025, il devait y avoir des travaux un peu plus concrets et sur les mesures, parce que les centres de technique du bâtiment travaillent, les différentes fédérations industrielles travaillent sur ce point pour définir les mesures qu'il faut prendre en compte, à la fois pour l'avenir et également pour les stocks existants, tout en étant conscient que les enjeux financiers sont extrêmement importants, ça on ne peut pas le nier, tout comme il a été indiqué par exemple qu'on ne peut pas par exemple traiter le stock existant en disant on va faire des fondations plus profondes, on va installer des pieux, sous le contrôle d'Antoine Quentin, les mesures avaient été estimées à plus de 250 milliards d'euros si on voulait traiter le stock l'ensemble du stock. Donc il s'agit de réfléchir très finement à ce qu'on veut faire. Voilà. Merci. Juste peut-être d'un mot pour terminer dans ce contexte que vous venez de décrire. J'ai envie de vous dire, mais alors le quid du régime 4 nattes? Alors, le point, vous avez raison, je dirais ici en plus, c'est la bonne question. C'est-à-dire, nous ne nous sommes pas prononcés. Nous avons simplement mis en évidence, comme je l'ai dit, que le risque gonflement des argiles est un phénomène, c'est un phénomène naturel, si on veut, mais qui n'est pas chimiquement pur en termes de catastrophe naturelle, parce qu'il met des années à se réaliser, et qu'il y a bien une notion de mutualisation par l'assurance ou par le contribuable qu'il faut regarder, mais si on veut le garder dans le régime des catastrophes naturelles, il faut être très précis, parce que c'est vrai que là, tout de suite, on a un effet d'enveloppe et de coût global. Voilà. Très bien, vous pourrez reprendre la parole dans un instant. Je me tourne maintenant vers nos amis assureurs. Emmanuel Dubreuil d'abord, vous avez publié récemment un livre blanc, Inondations et sécheresse. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, je dirais, devant des changements majeurs et profonds? Ça ne vous empêche pas d'ailleurs de rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, enfin tout le monde le sait ou probablement, que les coûts vont augmenter de 50% en 50 ans. C'est ça vos prévisions? On peut peut-être partir de là? Oui, voire même plus. Juste en préambule, Laurence Barry a cité un certain nombre de grands économistes tout à l'heure. Je voudrais en rajouter un dans l'histoire. Bien près du micro, merci beaucoup. Je voudrais rajouter une référence à la liste qu'elle a proposée, qui est Jean de La Fontaine, qui disait déjà à l'époque, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et je pense que c'est une phrase à avoir en tête, parce qu'elle décrit parfaitement ce qui va nous arriver dans les années qui viennent en matière de sécheresse. Et pas uniquement de sécheresse, parce qu'on pourrait ajouter un certain nombre d'autres périls. Juste, effectivement, les conclusions de notre livre blanc publié il y a quelques mois. Suivant les scénarios du GIEC, notamment le RCP 8,5, on est à plus 2,4 degrés à horizon 2050 et plus 4,8 degrés à horizon 2100. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle de la France? Parce que c'est finalement ce qui nous intéresse. Ça veut dire que pour la sécheresse, il faut compter une augmentation de la sinistralité moyenne, annuelle, de 60% entre maintenant et 2050. C'est un véritable enjeu et un véritable problème. Alors, en même temps, il faudra continuer, j'imagine, à accompagner, continuer d'accompagner ce risque. Alors, comment on peut faire et comment consolider tout ça, en fait, hein? Et je pense que Jean Cordier a résumé la situation de manière extrêmement fine en disant augmenter la mutualisation, réduire l'antisélection. Et je pense que ce sont deux clés importantes. Il y a une troisième clé, et là encore je vais faire appel à Jean de La Fontaine, c'est rien ne sert de courir, mais il faut partir à point. Si on prend la mesure de ce phénomène dès maintenant, on a largement la possibilité de poursuivre ce régime qui nous est cher et qui est plutôt très efficace en la matière. Mais il y a des conditions. Mais il y a des conditions, effectivement. C'est quoi? C'est de revoir, par exemple, les mesures de prévention, revoir les conditions de tarifs. Ça peut être des pistes, plus que des pistes. Parce la prévention, je pense qu'on en parlera largement un peu plus tard. Mais déjà, on parlait de signal prix. Je pense qu'on peut être assez fin sur ce signal prix parce qu'on a le temps devant nous. Et si on gère cette situation dans le temps, on a largement la possibilité d'éviter des phénomènes un peu brutaux, que ce soit des phénomènes politiques qui consisteraient à sortir la sécheresse du régime. Ou... C'est quelque chose d'envisageable, ça, ou pas du tout? Alors, c'est quelque chose que nous ne préconisons absolument pas, parce qu'on a bien vu les effets. Ça mérite qu'on en parle quand même. Absolument. Ça pourrait conduire à des situations comme on voit en Californie ou au Japon, où la majorité des assurés ne le sont pas contre les périls majeurs, et donc subissent les catastrophes sur leur propre patrimoine.
Donc nous estimons que pour rétablir en quelque sorte un équilibre pérenne dans le cadre d'un partenariat public-privé, il faudrait envisager une augmentation des primes du régime catastrophe naturelle à hauteur de 19%, là où c'est 12% aujourd'hui. Ce qui veut dire une augmentation annuelle sur la prime multirisque habitation moyenne de 2 € par an sur les 20 prochaines années. Et 2 €, je pense qu'on évite le signal brutal qui ferait que des assurés seraient sortis par eux-mêmes du régime, mais tout en poursuivant ce régime solidaire et mutuel. Donc c'est possible. Qui est une clé. Vous allez en tout cas, nous, c'est la solution qu'on pousse très fort. Que vous préconisez. Plutôt qu'une solution brutale qui consisterait à dire c'est inassurable et advienne que pourra. Même son de cloche, Olivier Berroir, chez vous, chez Groupama. Le régime 4, c'est bien de mutualiser les risques, y compris sur ce risque de sécheresse, parce qu'on sait que tous les agriculteurs ne sont pas assurés, loin de là. Hein. Alors effectivement, en tant que représentant de Groupama et assurant beaucoup d'agriculteurs, ils ne sont pas tous assurés. Jean Cordier, dans son intervention tout à l'heure, donnait les grandes lignes de la réforme qui va se mettre en place au 1er janvier 2023. Ça amène en interne, au sein du groupe, à rencontrer tous les agriculteurs, et notamment ceux qui sont assurés chez nous, mais pas pour les risques climatiques sur les récoltes. L'autre point, et M. Angerman en a fait une description parfaite, en mettant en exergue à plusieurs reprises la problématique de l'indemnisation. Moi, je suis directeur indemnisation à Groupama, donc vu du client et notamment sur ces aspects de risque climatique, je suis souvent le petit méchant qui ne veut pas payer, et notamment en sécheresse. Puisque sur le risque sécheresse, vous avez à peu près 60% de dossiers sans suite, sur lesquels on ne va pas indemniser le client pour différentes raisons, et on pourrait y revenir tout à l'heure. Et pour autant, bien évidemment, comme mon collègue de Covéa, je suis tout à fait favorable à ce que ce risque sécheresse reste au sein du régime CatNat, bien évidemment. Il faut le faire évoluer. La réforme CatNat alors, la réforme CatNat n'apporte pas d'éléments précis, et vous l'avez souligné d'ailleurs sur... Ça contribue à améliorer quand même le fonctionnement. Alors, ça permet d'améliorer le fonctionnement, notamment vis-à-vis du client, en termes d'information vis-à-vis du client, sur des thématiques comme les frais de relogement, par exemple, qui sont un vrai sujet vu du sociétaire et du client qui va être obligé de quitter son habitation. Si on fait un parallèle avec les inondations, j'ai parfaitement présent à l'esprit ce qui s'est passé dans le cadre des inondations de la vallée de la Roya au-dessus de Nice, il n'y a pas si longtemps, où ces problématiques de frais de relogement se posaient pour des personnes qui avaient perdu leur maison. Emporté. Donc là, avec cette réforme, il y a un mieux pour les frais de relogement, par exemple, a priori. Alors, oui, c'est en train d'être discuté. On saura d'ici la fin de l'année dans quelles conditions, mais c'est acté. Et ça, c'est une excellente chose pour les clients, bien évidemment. Et sur la prescription allongée, je dirais de 5 ans au lieu de 2, vu du client, c'est une excellente chose, bien évidemment. Et du point de vue de l'assureur, du point de vue de l'assureur, ça va prolonger un peu plus ces dossiers, mais bon. Est-ce que vous l'avez dit, ce sont des dossiers à vie très longue. Regardant les derniers dossiers qui nous ont été soumis la semaine dernière. Exemple dans la région de Clermont-Ferrand, sur un lotissement où dans une rue on a 10 pavillons identiques. 7 sont touchés par la sécheresse. Ce sont des dossiers qui datent de 2017. On est en 2022. Vous voyez la durée, et ce sont des cas très réguliers. Ça veut dire que vos clients sont parfaitement au fait de cette prescription allongée. Il y a eu un effort de pédagogie. Pas pour l'instant. Ça va venir. C'est le travail que l'on doit faire. On doit revoir le wording de tous nos contrats, bien évidemment. Vous l'avez dit aussi, ça touche principalement des particuliers, moins les professionnels. Et donc, il y a tout un travail d'information qui est réalisé actuellement au sein de toutes les compagnies. Pour compléter, peut-être un petit mot sur les franchises, peut-être
Une évolution effectivement sur les franchises dès lors que cette modulation qu'on connaissait pour les communes qui bénéficient d'un PPR, on aura une modification, sachant que de mémoire, mais je parle sous votre contrôle, les franchises qui ont un PPR sécheresse, et qui ont été approuvées, elles restent encore aujourd'hui très minoritaires. Oui. Est-ce qu'on peut dire ou presque affirmer aujourd'hui que en gros, le risque sécheresse, c'est au même plan, finalement, que les autres risques maintenant? Ça, c'est une vraie évolution qui est quasiment actée, enfin, qui est actée. Ah ben, bien évidemment. Oui, hein. Vous Voilà, avez vu les chiffres qui ont été donnés à l'instant. Bien clair. Oui. Bon, très bien. Sébastien Burlon, vous êtes, l'expert technique. Je rappelle que vous êtes directeur d'études de Terrasol, CETEC. Vous privilégiez, voilà, le micro est là, les causes ou les conséquences, ou les deux à la fois, je dirais, avec votre expertise, encore une fois, technique, compte tenu de ce qui vient d'être dit. Le micro marche là. Oui, ça marche. Je vais rebondir essentiellement sur les propos là, de M. Angerman, là, dont j'ai lu aussi le rapport de la Cour des comptes avec attention. Il y a deux choses. Si on veut être positif, c'est qu'en termes des solutions qui existent pour traiter le retrait-gonflement, en fait, on a toutes les armes avec nous, si on peut dire. Le problème essentiel, effectivement, c'est de bien organiser la stratégie de manière à être le plus efficace possible, et notamment en identifiant les causes du retrait-gonflement et ses conséquences. Et par rapport à ce que vous avez dit, on va dire que le retrait-gonflement, ce n'est pas un risque naturel en tant que tel. Le risque, on va dire, c'est sa cause, c'est la variation de la teneur en eau dans les sols. Et la variation de la teneur en eau dans les sols, on est capable de la prévenir via de multiples façons. Donc ça permettrait effectivement, par rapport aux questions que se pose l'assureur, par exemple, si on mettait en place des terrasses périmétriques autour des maisons, ça repousserait le front de dessiccation de quelques mètres. On ne résoudrait pas tous les problèmes, mais très certainement, on en résoudrait énormément. Et donc, il y a un travail, je pense, de pédagogie à faire entre véritablement ce qui est la cause du retrait-gonflement, donc variation de teneur en eau dans les sols. Donc si on la maîtrise, et on peut la maîtriser, je pense, on arriverait à résoudre une grande partie des problèmes. Donc, j'ai cité la sécheresse, mais il y a la succion des végétaux, il y a un gros travail à faire sur le regard fuyard. À vos yeux, pardon de vous interrompre, ce travail n'est pas assez fait aujourd'hui? Ou pas Je ne encore? pense pas, parce qu'en fait, on le voit clairement dans l'analyse des chiffres. En fait, on n'arrive pas à relier le sinistre à la cause, parce qu'en fait, dans le sinistre, ça peut être un regard fuyard, un défaut de drainage qui traîne depuis des années. Et en fait, la sécheresse, et ce qui va se passer cette année, agit en fait comme révélateur. C'est-à-dire, on va avoir effectivement, les sols vont beaucoup se tasser, mais on part d'une situation qui est pas bonne. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire, de dire, c'est pas la sécheresse en tant que telle qui est le problème, mais c'est véritablement de mieux maîtriser les variations d'humidité dans le sol en développant tout un arsenal technique qui existe déjà. Et après, de se focaliser sur l'autre partie de la question qui est la conséquence, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces variations de teneur en eau dans les sols, effectivement, le sol se met comme une éponge, je n'avais pas l'idée de l'accordéon, ou comme un accordéon, se met à gonfler et à tasser, donc ça fait bouger forcément les fondations, et ça crée des fissures sur les maisons. Et donc effectivement, des solutions qui sont beaucoup utilisées, peut-être pas forcément avec la meilleure efficacité possible, c'est de s'opposer cette fois-ci aux conséquences. Le seul problème, c'est c'est très compliqué de s'opposer aux conséquences, c'est-à-dire au mouvement des fondations, donc en mettant des micropieux, en essayant de renforcer les structures de maison. Sachant que normalement, grosso modo, il y avait pas mal de choses. Et puis tout ce qu'on avait fait. Et puis tout ça a un coût. Voilà, c'est un coût. Ce qu'on montre, en fait, il y avait des expérimentations vous avez cité le CSTB, Livstar, le Bergem, tous les organismes de recherche. Il y avait des expérimentations qui avaient été faites notamment par l'ancien laboratoire central des ponts et chaussées, devenu Livstar, etc. Ils avaient fait une maison témoin à Rouen, je ne sais pas si vous êtes au courant. En fait, la maison témoin, ils l'avaient montée sur des vérins et montré. Donc, les vérins permettaient de simuler les mouvements de retrait de gonflement. Et en fait, on montrait qu'effectivement, si la maison est à peu près bien construite, elle est capable de résister à des sollicitations relativement significatives. Par contre, de s'opposer, la question si on veut s'opposer aux conséquences, effectivement, c'est quelque chose qui est très compliqué dans la mesure où on est obligé d'estimer le potentiel de gonflement du sol. C'est très compliqué à faire par le calcul, et on a une chance sur 3 que les micropieux ne marchent pas parce qu'on n'en met pas assez. Et aussi, il y a une autre problématique qu'on peut lever sur tout ce qui est aussi micropieux, c'est qu'effectivement, ça marche dans la mesure où la maison est capable elle-même de reprendre, on va dire, les réactions qui sont, c'est un peu compliqué à expliquer techniquement, mais les réactions, les micropieux se mettent en tension, si vous voulez, et ça induit des efforts complémentaires dans la maison.
si le système de micropieux marche bien, oui, mais si la maison n'est pas capable, on va dire, de résister à ces efforts, on ne va pas y arriver. Donc c'est vraiment ce travail d'identification des causes, et je finirai là-dessus, d'identification des conséquences, et de manière ensuite à effectivement avoir un travail pédagogique, de développer tout cet arsenal de techniques qu'on a, pour, je pense, on ne traitera pas tous les problèmes, on en traitera une partie, je ne sais pas s'il y a des gens de l'AQC, mais c'est un peu leur mot d'ordre, l'agence qualité construction, en disant, effectivement, si on arrive à traiter 60% des collègues, je pense que les assureurs et la CCR seront contents. Donc ça veut dire que anticipation, prévention, vous êtes évidemment, c'est la priorité pour vous, hein. C'est vraiment ça. C'est un peu ce qui ressort. Oui, je pense qu'il faut persévérer dans toutes les actions qui sont menées, et ensuite, il faut arriver à expliquer le phénomène correctement de manière à ce qu'effectivement les solutions soient mises en place sur site, et ensuite de sortir peut-être effectivement de dire voilà, on va forcément vouloir s'opposer aux conséquences, mais d'avoir ce qu'on appelle des techniques, on va dire horizontales, donc de travailler sur vraiment la maîtrise de la teneur en eau dans le sol, et si on y arrive, physiquement, s'il n'y a pas de variation d'humidité dans le sol, on n'aura aucun problème. Est-ce que les fameuses normes dont on parle beaucoup, hein, pour les constructions, pour les bâtiments, est-ce que dans cette perspective-là, est-ce que c'est une vraie contrainte pour vous? Est-ce que vous appelez à j'ai envie de dire, une simplification, hein, on en parle beaucoup. Alors peut-être qu'on peut serrer les choses. Il y a les habitations, c'est peut-être la priorité, puis il y a les bâtiments autres. Quel est votre point de vue là-dessus? Je vais répondre en deux temps. Disons que sur les habitations, pour rebondir pareil sur ce que vous disiez, effectivement, c'est important. C'est les maisons individuelles qui sont touchées parce qu'en fait, elles n'appliquent pas suffisamment de masse sur le terrain. C'est tout simple. Donc toutes les autres constructions marchent bien. Et après, c'est pareil, impliqué, on va dire, dans la problématique depuis une dizaine d'années presque. Effectivement, on se rend compte que l'édifice normatif français de la construction, il est construit avec des normes produits. C'est-à-dire, on n'a pas de normes. Pour faire cet auditorium, on a des normes pour faire par exemple, je pense tout ce qui est relatif à la sonorité. On a des normes pour faire la caisse d'infrastructure. Donc ça marche bien cette organisation-là, et ça donne une organisation qui est très cohérente quand on a énormément de gens pour développer un projet. Par contre, quand on est dans le monde de la maison individuelle, à moins d'augmenter les coûts et d'augmenter le nombre de personnes qui s'en occupent, effectivement, je pense que l'édifice normatif qui est construit avec des normes produits, on calcule une fondation, on va mettre un vrai système de drain. Je mets quiconque au défi d'avoir une connaissance précise de toutes les normes d'exécution et de calcul qui sont relatifs à une maison individuelle, mais effectivement, c'est très compliqué. Et à mon sens, effectivement, il faudrait avoir une espèce de guidelines ou de handbook sur comme dire les Américains, vu qu'on les a cités tout à l'heure, de manière à dire voilà, en 200 pages ou peut-être moins, comment on fait une maison individuelle de manière simple, plutôt que d'aller piocher. J'avais fait les listes, mais il faut aller voir la carte du BRGM, après il faut aller sur prime.net, après il faut aller compulser tous les DTU, vous avez la norme NFP 94500. Il faut grosso modo à peu près au minimum 10 à 15 documents pour arriver à faire une maison individuelle, ce qui ne me semble pas être à l'échelle de l'organisation qu'on met en face. Donc appel à la simplification, hein, c'est ce qu'on retient. Antoine Quentin, vous êtes le directeur des réassurances et des fonds publics CCR. Comment vous réagissez un peu à tout ce qui a été dit, compte tenu effectivement de l'accélération, hein, du processus, problème sécheresse et autres? La première question, c'est quelles conséquences financières? C'est un peu ça la première question qu'on a envie de vous poser. Effectivement, alors beaucoup de choses ont déjà été dites, mais pour compléter au moins déjà le constat, je vais apporter quelques éléments sur le coût de ce phénomène de retrait-gonflement des argiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a deux mécanismes qui interviennent pour prendre en charge les dommages. Il y a, pour des bâtiments de moins de 10 ans, il y a une part relativement limitée, mais une part qui est prise en charge par l'assurance construction. Et puis le deuxième mécanisme, c'est le régime CatNat, donc qui va intervenir suite à des sécheresses exceptionnelles, extrêmes, anormales. On utilise le terme que l'on veut, et qui prend une part très significative de ce phénomène. Donc quelques chiffres en moyenne depuis 2000, c'est à peu près 500 millions d'euros par an pour 25 000 sinistres indemnisés. On a eu un pic 2016-2020, c'est plus d'1 milliard, c'est 1,1 milliard pour 50 000 sinistres. Et au global, c'est 800 000 sinistres, plus de 800 000 sinistres indemnisés au titre de la sécheresse depuis la création du régime CatNat. Donc voilà,
on se focalise beaucoup sur les difficultés, mais c'est quand même important de dire que le régime fonctionne et prend sa part, et une grosse part. Alors, ceci dit... On peut améliorer encore les choses, il y a des pistes d'amélioration possibles. Alors, on peut améliorer, et il y a aussi, et ça a déjà été évoqué par Olivier Berroir notamment, mais par d'autres aussi, il y a un certain nombre, alors nous on appelle ça les trous dans la raquette, il y a un certain nombre de sinistres qui ne relèvent pas du régime CatNat, parce que la sécheresse, par exemple, n'est pas la cause déterminante du sinistre. Donc c'est principalement les problèmes de végétation, d'arbres plantés trop près de l'habitation. Donc les premières années, tout se passe bien parce que l'arbre est petit, mais quand il prend son essor, il va pomper sous les fondations. C'est les problèmes de regard fuyard, c'est des problèmes de défaut de drainage, donc comme l'a très bien dit Sébastien Burlon. Et malheureusement, ces sinistres-là, quelle que soit l'évolution du régime, ils ne sont pas causés par une catastrophe naturelle. C'est plus lié à des problèmes de conception ou de végétation qui n'a pas été maîtrisée. Donc, il y a des choses sûrement à apporter sur le régime CatNat, mais il y a aussi un travail de sensibilisation des assurés. Éventuellement, il y a eu par le passé des dispositifs exceptionnels, alors assez ponctuels, qui ont été mis en place pour traiter ces cas qui peuvent être extrêmement dramatiques pour un particulier dont la maison est fissurée. Mais voilà, c'est important de signaler ces trois cas de figure, avec deux cas où il y a aujourd'hui une réponse et puis un cas où il y a une réponse beaucoup plus limitée. Frédéric Angerman, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit sur ces pistes d'amélioration? Bon, j'imagine que vous parlez un peu la même langue. Exactement. Alors nous, tout d'abord, moi je ne suis pas un expert de ces différentes questions, et notamment techniques ou des techniques de construction, mais on avait rencontré, premier point, donc on avait rencontré tous les CSTB, IFSTAR et autres, on les a vus, et c'est pour ça que j'ai insisté sur ce point, c'est que la recherche développement est toujours en cours et s'améliore, et c'est ce qui a été dit. Et c'est vrai que ce qui a été dit au niveau des mesures de prévention à prendre en compte et autres, et de bien regarder, de bien expliquer, parce que c'est toujours la même chose. Vous avez les assurés qui sont face à un RGA, à un problème de fissure dans leur maison, qui est souvent leur seul patrimoine, et quelque chose de soudain qui pose problème. Maintenant, et je dirais, pour reprendre un peu ce qui avait été dit par Laurence Barry, il y a des aspects face à l'existence d'un risque. Un, c'est de faire prendre conscience que ce risque existe, et à la population, et aux gens qui sont concernés, et au fait qu'il y a... Ça incombe à qui? C'est les pouvoirs publics, c'est les collectivités, tout le monde. Les assureurs également. C'est aussi à vous de prendre la parole et oui, vous le faites déjà, j'imagine. Mais on le fait déjà. La semaine dernière se tenaient les Journées nationales du groupe Groupama à Bordeaux, et la thématique concernait les événements climatiques, notamment. On avait en face de nous des salariés du groupe, mais surtout des administrateurs du groupe, qui sont des exploitants agricoles, des artisans, des professionnels, etc., des chefs d'entreprise. On venait de vivre la période des inondations avec les orages entre le 2 et 5 mai. À l'échelle du groupe, ça sera pas loin de 50 000 déclarations. Et puis on a parlé à un moment donné à une table ronde de la sécheresse. Et réaction des élus qui sont des clients, en disant c'est très bien, là sur les inondations, les orages qui viennent d'arriver, vous allez intervenir et indemniser très vite nos sociétaires de caisse locale. Par contre, dès qu'il y a une problématique de sécheresse, là vous êtes plus présent. Je disais tout à l'heure, 70% des dossiers sans suite. Donc il y a tout un travail de communication effectivement à faire, comme Antoine l'a rappelé à l'instant. Et puis, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, madame, il y a une exploitation de la data, effectivement, qu'on commence à faire dans les compagnies d'assurance. Alors, c'est pas récent, mais on l'affine de plus en plus. Et on ne doit pas opposer personnalisation de la prime et mutualisme, qui plus est dans un groupe comme celui que je représente ce matin. Et ça, c'est compliqué à expliquer à une population rurale, agricole, qui, depuis plus de 120 ans, porte ces valeurs-là.
Et puis, il y a également tous les aspects liés à la géolocalisation. Quand vous allez assurer une habitation aujourd'hui, vous rentrez dans une agence avec un agent général, un salarié, un courtier, peu importe. On vous demande votre adresse. Vous habitez hameau du Puy-Vert, à tel endroit. On géolocalise rien du tout. On ne sait pas si c'est une zone à risque ou pas, si c'est une zone qui a été sinistrée à plusieurs reprises ou pas. Donc ce sont également ces travaux à partir de données GPS que l'on fait de plus en plus pour personnaliser et mieux identifier le risque. Vous assurez une maison d'habitation, le commercial se déplace quasiment jamais chez vous pour mesurer ce qu'on va prendre, et on va prendre une prime de 300, 400, 500 euros. Et derrière, il peut y avoir un sinistre sécheresse à 200 300 000 euros. Sébastien Burlon, quand vous entendez effectivement ce discours-là, à votre place, vous, Terrasol, directeur d'études, vous avez vous aussi un rôle à jouer dans la pédagogie vis-à-vis de tout simplement de vos clients. Vous le faites, j'imagine. Enfin, on a des rôles de conseil auprès, on va dire, des différentes entités qui sont ici, sachant que nous, effectivement, on est un bureau d'études géotechniques, mais je tiens à préciser qu'on ne fait pas de sondage, on fait uniquement de l'ingénierie. Donc oui, c'est ce qui est important aussi. C'est bien de préciser. Parce que derrière, effectivement, quand la loi Elan se met en place, il est clair que... Vous le prenez en compte, évidemment. Moi, je ne suis pas sondeur, mais les gens qui font des sondages, effectivement, il y a énormément d'enjeux. Après, effectivement, mais néanmoins, la loi Elan, pour rebondir sur la géolocalisation, je pense qu'effectivement, elle va dans le bon sens. Et même, il faudrait peut-être, je pense, réfléchir à la généraliser quelque part sur tout le territoire français, parce que quand on compulse un peu les retours d'expérience à l'international, on doit être un des rares... Alors ça a changé, c'est compliqué à savoir ce qui se fait réellement dans les autres pays, mais on était un des rares pays dans lequel on autorisait à construire sans savoir ce sur quoi on construisait. Ce qui est quand même... Ça c'est une vraie différence par rapport à d'autres pays voisins, par exemple en Europe. Oui, parce qu'il est clair que disons que le retrait-gonflement, il touche uniquement les sols argileux. Donc si on n'a pas de sol argileux, disons qu'on n'a pas de souci. Donc déjà, de savoir sur une parcelle... est-ce que j'ai des sols argileux ou pas, c'est essentiel au diagnostic. Et ensuite... Et c'est d'autant plus essentiel que les cartographies, c'est pareil, c'est des choses qui avaient été menées, selon l'échelle à laquelle on cartographie. La carte du Berghem, je pense qu'elle doit être faite à l'échelle du 1/50 millième. Si vous cartographier au 1/5 millième, ça change beaucoup de choses. Donc effectivement, on ne peut pas le traiter de manière systématique via une carte, mais donc effectivement, alors ça a un coût forcément, un sondage, c'est un autre problème, mais effectivement, le sondage, je pense, va dans le bon sens et permet de cerner tout ce qu'on appelle... Mais ça va renchérir le coût. Voilà. Hein, bon, voilà. De votre côté, comment vous prenez, je dirais, ça en compte, ce travail à la fois de sensibilisation, de pédagogie Alors, Emmanuel Dubreuil. Un sujet intéressant, c'est que très souvent, on a pris le problème soit en anticipation, souscription, sélection des risques, soit on l'a pris en remédiation, c'est-à-dire en correction des effets et des dommages une fois qu'on les constate. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on change complètement de paradigme et d'avoir une vision en gestion des risques qui aille d'un bout à l'autre du spectre ou de la chaîne de valeur pour être certain qu'à tout moment, à tout instant, les assurés, les pouvoirs politiques, publics et également les acteurs que sont les assureurs et les réassureurs puissent maîtriser le sujet. Et je pense que, alors à des degrés divers, on y arrive de mieux en mieux, soit sous l'angle de la prévention et de l'anticipation, soit sous l'angle de la remédiation. Et là, ce dont on se rend compte avec la sécheresse, c'est que comme c'est un sujet sur le long terme et sur le temps long, il faut vraiment marier les deux. Et on se livre aujourd'hui à des expérimentations, mais certains de mes collègues sont bien mieux placés que moi pour en parler, à des expérimentations absolument fascinantes, avec par exemple des captations d'eau de pluie qu'on réinjecte au goutte à goutte dans le sol pour réhydrater le sol, qui semblent donner des résultats. Ça, c'est au stade expérimental ou c'est... C'est un petit peu plus qu'expérimental parce qu'il y a des expériences grandeur nature qui sont effectuées. Mais là, à nouveau, je ne suis pas un total expert sur le sujet, mais en tout cas, ça semble être des pistes d'amélioration qui vont au-delà de la solution des micropieux qui peut coûter très cher, ou d'autres solutions. Donc on constate qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Il faut savoir gérer le coût dans le temps, parce qu'effectivement, s'il s'agit de tout résoudre d'un coup, le coût va être prohibitif, à la fois pour les assurés, mais également pour les assureurs ou les réassureurs. Donc ce n'est pas envisageable. Mais on peut y arriver.
très certainement. Bon, on peut y arriver. Antoine Quentin, vous êtes évidemment d'accord avec ce propos-là, mais comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit à l'instant? Alors effectivement, en termes de solutions d'évolution, je pense qu'il n'y a pas de solution unique, mais dans le cadre du régime CatNat... Voilà, il y a une panoplie de réponses. Il y a une panoplie de réponses, mais dans le cadre du régime CatNat, la solution de la prévention, elle est essentielle. Et effectivement, pendant longtemps, on a entendu de dire en prévention, on va poser des micropieux. C'est un non-sens économique parce que ça veut dire que le coût de la prévention coûte plus cher ou aussi cher que le coût de l'indemnisation, avec quand même une incertitude sur la réalisation du phénomène. Que ce soit l'expérimentation qu'évoque Emmanuel ou les solutions dont parle Sébastien Burlon avec des solutions plus légères, horizontales, ça c'est des choses auxquelles on croit. Alors ça nécessite des travaux qu'il va falloir mener et puis peut-être aussi faire des expériences sur un peu partout en France, sur un certain nombre, un échantillon de bâtiments, mais c'est sûrement la solution pour que certains biens restent assurables. Parce que si sur certains bâtiments on a un risque quasi certain, la prime CatNat... Ça, on peut l'évaluer. Enfin, on peut le savoir, ça. Alors, on a fait beaucoup de progrès en termes de cartographie. Oui. Il faudrait... Modélisation, cartographie, on peut savoir. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 millions de bâtiments situés, d'après le ministère de l'écologie, situés en zone d'aléa fort et moyen de retrait-gonflement des argiles. Fort heureusement, ces 10 millions de bâtiments ne seront pas tous sinistrés, mais donc il y a un travail encore d'améliorer la cartographie et aussi de cibler les bâtiments les plus exposés. Mais le risque, c'est s'il y a un risque certain sur un bâtiment, c'est que un jour ou l'autre, il soit exclu de l'assurance, puisque ce n'est pas les 20, ou pour une maison individuelle, c'est un peu plus, peut-être 50 € de prime annuelle qui permettront de couvrir un sinistre de 100 000 ou 200 000 €. Donc il y a vraiment ce travail de prévention qui est essentiel. Il y a d'autres peut-être pistes d'amélioration aussi au sein du régime qui sont peut-être encore de continuer à harmoniser le travail d'expertise. Il peut y avoir des difficultés sur le terrain qui sont liées au fait que certains experts sont vraiment très experts de ce phénomène RGA, ont des certifications et d'autres le sont un peu moins. Et donc, il peut y avoir des conclusions parfois un peu contradictoires dans une même commune et qui peut être difficile à expliquer à des sinistrés. Et puis, comme je le disais également, il y a peut-être des pistes à regarder en dehors du régime CatNat. Et donc, c'est notamment un des points qui est prévu dans le cadre de la réforme CatNat avec un rapport remis, du gouvernement pour traiter des cas en tout cas évaluer les cas qui ne relèvent ni de l'assurance construction ni du régime CatNat, puisque comme je le disais, le régime CatNat ne pourra pas tout traiter, même s'il prend une part très, très significative. Peut-être une dernière réaction avec vous, Frédéric Angerman. Et puis ensuite, vous avez déjà commencé à prendre la parole. Il y a de nombreuses questions. Vos propos ont suscité beaucoup de questions. Tant mieux, vous allez essayer d'y répondre. Peut-être un mot par rapport à ce que disait Antoine Quentin. Il a cité tous les points, toutes les pistes, les réflexions. Pour moi, et pour reprendre un peu ce grand économiste qui était La Fontaine, c'est que, en fait, cinétique lente, mais c'est un phénomène qui se pose déjà. Les éléments sont posés. Et en fait, il y a urgence à réfléchir aux pistes de réforme et à ce qu'il faut mettre en œuvre, ce que vous avez dit, avec notamment deux points. Au plan, justement, je l'ai dit pour commencer, on a un stock de maisons qui sont en risque. On le sait, c'est celles qui sont déjà construites. Et ne pas mettre en application les normes nouvelles de prévention, toutes les mesures, et de les rendre, je dirais, d'une manière ou d'une autre obligatoires, fait que chaque année, ce stock de maisons en risque s'accroît. Et c'est un vrai problème, parce que ça augmente l'évaluation financière de ce risque, s'il se réalise. Et ça, c'est extrêmement important. Deuxième élément, et je ne vais pas développer, parce que j'ai beaucoup aimé votre exposé sur les primes, la modulation. Il y a toute une philosophie par ailleurs, et je pense que ça sera quelque chose d'intéressant à regarder. Ce que vous avez dit, c'est l'évolution possible du risque des primes sur les contrats multirisques habitation, parce qu'il faut éviter une aversion, une fuite devant l'assurance, et l'aspect bon risque, mauvais risque, mais avec un autre aspect que je rejoins pour moi, qui m'est important, c'est que la prime CatNat couvre tout un ensemble de risques différents de catastrophes naturelles. Et donc, les zones qui sont touchées par le risque RGA ne sont pas celles forcément qui sont touchées par le risque inondation. Donc, il y a un aspect de mutualisation globale qui fait qu'avec des évolutions, et pour moi c'est important, minimes,
annuel du coût de la prime, de la surprime, fait que tout le monde va se sentir un peu concerné. Parce qu'autrement, si on dit ah ben, le risque RGA, c'est surtout telle région et autres, ben, les gens des autres régions vont dire mais pourquoi je me couvrirais alors qu'eux vont être en risque sur l'inondation. Mais voilà, c'est les deux éléments, le stock technique et puis les aspects d'architecture financière. Alors, je vais, par mon intermédiaire, je vais vous poser un certain nombre de questions que vous avez posées pendant ce début de table ronde. Je vous les livre, on va démarrer par celle-là. Y a-t-il une typologie de maison plus particulièrement sinistrée par la sécheresse? Monsieur Burlon, je pense que cette question s'adresse d'abord à vous. Est-ce qu'on peut être un peu clair là-dessus? Est-ce que c'est possible? Typologie, c'est clair qu'il y a des procédés constructifs qui vont être plus source de désordre ou de sinistre. Après, tout dépend après de comment la maison est en interaction avec le sol de fondation. Donc, on sait qu'effectivement déjà la première... Et puis l'âge, j'imagine aussi de l'habitation, ça c'est pas nécessairement. Enfin, l'âge, ce qui se passe, c'est comme on a construit de manière de plus en, comme on a des matériaux qui sont, on va dire, de plus en plus résistants, finalement ces matériaux sont de plus en plus raides, mécaniquement du terme, et donc ils fissurent d'autant plus facilement. Donc vous prenez des anciennes habitations, qui se comportent de manière très souple, elles fissurent pas. Donc c'est là encore, on en revient, c'est par rapport à la maison, c'est pas sur la maison qu'il faut raisonner au premier lieu, ouais. C'est véritablement sur l'humidité du sol. Et ce que vous disiez, le terme fascinant, en fait, l'expérimentation qui est menée par le CEREMA, quelque part, rien de fascinant. Il maîtrise simplement les variations de teneur en eau dans le sol, chose qu'on peut faire par des terrasses, on met des écrans anti-racines, et c'est vraiment, si on traite ça, disons que nos méthodes de construction permettent après d'accepter les mouvements résiduels qui vont rester. Alors justement, gardez le micro. L'histogramme des classes d'âge des maisons touchées par le RGA existe-t-il? C'est une question qui vient d'être posée. Ne montrerait-il pas que le problème est une question de mauvaise qualité des constructions? Point d'interrogation. Est-ce qu'on peut répondre? Je pense pas que non, ça, il y a pas. Les gens construisent bien, ça, parce que il faut pas s'aventurer sur ce plan-là, je pense. Après, simplement, il y a peut-être une anecdote pour montrer que le problème est compliqué. Avant, les profondeurs de fondation étaient fixées par ce qu'on appelait la mise hors gel des fondations. Peut-être les plus anciens dans la salle se rappellent, il y avait des barrières de dégel sur les routes. Maintenant, on n'en voit plus. Et donc, il est clair qu'effectivement, inconsciemment, les gens savent on est moins exposé au gel, donc les profondeurs de fondation augmentent. On construit plus en surface. Et donc, par contre, on est plus sensible au retrait gonflement. Mais je pense, pareil, c'est vraiment... le monde de la construction, je pense, construit bien. Il y a des choses à améliorer. Et à nouveau, je répète, c'est vraiment le travail sur l'environnement et la maîtrise de l'eau qui est nécessaire. Autre question, avec l'augmentation de l'intensité des sécheresses, cette question s'affiche derrière moi, observez-vous une évolution des dommages et les techniques de réparation ont-elles dû être adaptées? Qui est-ce qui peut répondre à ça? Peut-être du côté des assureurs? Qu'est-ce qui pourrait répondre à ça? Côté Groupama, par exemple? Évolution des dommages, pas véritablement. Non. Il reste assez identique à ce qu'on pouvait observer il y a 5-6 ans. Antoine donnait des chiffres tout à l'heure annuels sur le nombre de sinistres. Nous, on en a à peu près 5 ou 6 000 par an, ça doit être de cet ordre-là. Mais non, pas véritablement. On en a déjà un petit peu parlé, mais la question... Oui, allez-y, oui, peut-être que... Oui, ce qui est compliqué, effectivement, c'est ce phénomène, mais on en a parlé assez largement, d'aggravation, c'est-à-dire de non-rattachement à un phénomène climatique en soi. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question. C'est très compliqué. Il y a un point qui est quand même important, c'est que vis-à-vis du sinistré, le délai de publication de l'arrêté, dont vous parliez également, monsieur, parfois est très très long. Et donc le sinistré ne comprend pas, à un moment donné, qu'on puisse être dans une telle temporalité, entre guillemets, alors que sur d'autres sinistres CatNat, bien évidemment, la publication de l'arrêté intervient très très rapidement. Peut-on intervenir, ça a déjà été un peu souligné tout à l'heure, peut-on intervenir en prévention de la sécheresse plutôt qu'après sinistre? Bon, ça c'est un monde idéal. Qu'est-ce qu'il pourrait répondre? Je pense qu'on a répondu déjà assez largement à cette question, que ça soit, alors je vais dire ça avec mes mots de profane, sur la préparation du terrain et la végétation et ce genre de choses. Et de plus en plus sur des choses, je pense qu'effectivement la solution des micropieux
a fait son temps. Mais je pense qu'effectivement, on peut anticiper de mieux en mieux ce problème d'humidité ou d'humidification des sols. Donc je pense qu'on a les clés aujourd'hui pour répondre à cette question. Pour vous, Frédéric Angerman, la Cour des comptes n'a-t-elle pas préconisé de sortir le risque retrait-gonflement des argiles du régime CatNat? Non, on l'a pas préconisé. On a simplement c'est bien de préciser, voilà. que c'était une question qu'il fallait traiter. Comme l'a dit Antoine Contat tout à l'heure, c'est une question qu'il faut traiter. Mais c'est de dire à quel comme je le répète, le retrait-gonflement des argiles est le phénomène le plus éloigné de la définition pure d'une catastrophe naturelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de voir à quelles conditions, enfin, compte tenu des différentes évolutions qu'on a retracées, c'est-à-dire le risque va s'étendre, ça va coûter de plus en plus avec le réchauffement climatique, les changements climatiques, et donc à quel risque, enfin, quelles conséquences financières possibles pour le régime CatNat, et à quelles conditions il peut rester défini et couvert par le régime des catastrophes naturelles, avec quand même à côté tout ce qu'on a dit sur les mesures de prévention et des préalables sur les nouvelles constructions qu'il faut prendre. Voilà. Une autre interrogation, augmenter les prélèvements obligatoires en augmentant la contribution CatNat sur les primes. Bon, la question qui est posée, c'est, avec un petit commentaire, est-ce bien, entre guillemets, dans l'air du temps? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question-là. Un point, je laisserai Antoine compléter. Oui. C'est de rappeler que les comptes, d'abord la surtaxe est sur les contrats multirisques habitation pour les particuliers, et que les contrats multirisques habitation ne sont pas une obligation. Il faut bien le rappeler à tout le monde, ce n'est pas une obligation. Donc, ce n'est tout le monde ne le sait pas, ça. Hein, oui, oui. Et ce n'est pas donc un prélèvement obligatoire. On voit bien, c'est une surtaxe sur les conventions, mais ce n'est pas une surtaxe. Et comme ça a été dit aussi, il faut bien comprendre, les chiffres qui ont été cités, c'est 2 € d'augmentation par an sur plusieurs années. Ça a été dit. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. La prescription de 5 ans, c'est une interrogation aussi. Quel est au fond le point de départ sur cette prescription? C'est peut-être bien de le rappeler. Qu'est-ce qui peut éventuellement répondre? Difficile. Bon. Alors, peut-être Antoine Contat. Je vais être prudent, c'est un sujet très compliqué et je ne suis pas juriste. Mais la prescription, normalement, c'est part à compter du fait générateur, donc de la date de l'événement. Dans le cas de la sécheresse, c'est à confirmer, mais il y aurait un consensus sur la date de l'arrêté. Bon. Très bien. Comme l'horloge tourne, peut-être une dernière question avec vous, Monsieur Burlon. Quelles sont les actions les plus efficaces, au fond, pour la protection des bâtis face au péril RGA? Est-ce que vraiment les stratégies d'adaptation des bâtis sont-elles efficacement menées en France? Ce sera la dernière question. Pas facile non plus de répondre. Là, je vois qu'on est quand même sur des questions un peu sensibles, délicates, un peu compliquées, mais bon, essayez peut-être d'en dire un mot si vous pouvez. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a tous les éléments en main. Après, il faut arriver à l'organiser, enfin, sur l'action cause, conséquence. Et sur effectivement, moi, qu'on regrette depuis des années, c'est qu'on a toujours voulu agir sur les conséquences en pensant qu'on allait maîtriser ça, mais faut imaginer, pareil, une anecdote. Quand on fait les stations de métro du Grand Paris, qui sont des ouvrages colossaux, qu'on met dans des argiles sensibles au retrait-gonflement, on ne met jamais de micropieux. On met des vides sanitaires parce qu'on sait que les efforts sont tels qu'on a, une chance sur 3 de se tromper. Donc, vis-à-vis des assureurs, si vous devez réassurer une station de métro, ça va faire mal. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, agissons sur les causes, maîtrisons les variations de teneur en eau, l'humidité dans les terrains, et c'est vraiment mécanique. Si l'humidité dans les terrains ne varie pas, il n'y aura pas de désordre. Donc, si on prescrit une terrasse périmétrique d'1 mètre autour des maisons, certes, on ne résoudra probablement pas tous les problèmes, mais d'un point de vue statistique, je ne m'y connais pas. Sans doute, je pense qu'on arrivera à assainir une partie de la situation. Toute dernière question. Ça sera encore pour vous, elle est peut-être un peu plus facile. Les techniques horizontales que vous avez un peu présentées, elles semblent très prometteuses. Est-ce qu'il y a eu des expérimentations in situ qui permettent aujourd'hui de confirmer ces analyses? Il y a un certain nombre d'experts auprès des compagnies d'assurance qui effectivement sont partisans un peu de son point de vue-là, donc qui les portent et qui les ont portés depuis peut-être 10-15 ans et qui marchent très bien. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur une maison fissurée, plutôt qu'effectivement de prescrire des micropieux, ils font
pour les reprendre, presque, ils commencent par faire de la plomberie, c'est-à-dire qu'ils arrêtent toutes les arrivées d'eau parasites. Donc c'est vraiment le diagnostic. Et en procédant comme ça, ils arrivent à stabiliser une maison rapidement. Alors ce qui peut choquer effectivement l'assuré, c'est là où on en vient des composantes sociales, c'est qu'effectivement, on lui explique qu'on ne va pas s'intéresser en premier lieu à ces fissures, qu'on va faire autre chose, qui peut au départ le choquer, mais en faisant autre chose, en fait, on s'aperçoit que les fissures arrêtent de s'ouvrir, se referment avec l'humidification et le problème est résolu. Donc à la question, oui, il y a des expérimentations qui existent, et après, on pourrait aussi partiellement le redémontrer par le calcul, c'est-à-dire qu'on a des moyens de calcul qui permettent de simuler des variations de volume sous les maisons et qui montreraient que toutes ces techniques-là permettent au moins de grandement réduire les sinistres sur les maisons. Merci beaucoup. C'est la fin de cette table ronde. Merci en tout cas à tous d'y avoir participé, contribué. Je vais vous demander de regagner la salle. Merci.